maintenant, fonçons parce que ça y est, on peut aller. Et je remonte à zigzag sans bois, hein, et dès que j'arrive en haut de l'escalier sur l'esplanade, je sens un coup terrible que quand on le revoit, ça passe souvent. Tu te dis, mais comment c'est possible? Un bon en bois qui tombe, évidemment. Peut-être que si j'avais pas la chaise, je l'aurais vu. Mais je m'en doute. Mais si j'avais pas la chaise, il m'avait coupé en deux. Il tombe comme ça. Et donc, j'ai eu un espèce comme les coups de lapin. Il ne m'a pas pris, je n'avais pas de sang. Alors, à un certain moment, il y a une journée qui, pour moi, m'a marqué dans les biens et dans les mal la vie, mais qui est considéré un moment symbolique de 68, et c'est le 16 mars successif. Donc, je dis Valle Giulia, février. Ça, c'est 16 mars. Je pense qu'il n'y avait pas encore eu Nanterre en France. Le 16 mars, il pouvait être une journée comme une autre. Quelqu'un avait dit que les choses deviennent sérieuses quand tu sors le matin et tu ne sais pas où tu dormirais la nuit. Si dans un commissariat, dans la tôle, ou peut-être chez des copains ou dans une occupation. Quand tu sais qu'à 8 heures tu seras rentré, c'est pas vraiment après il y a des surprises. Alors, le 16 mars, on avait convoqué, il faut être toujours un peu complet, une assemblée nationale de tous les lycéens d'Italie à cause de l'italophonie, hein, et invité à l'Université de Rome. Il y avait eu, par exemple, vous voyez, des bagarres et des émeutes qui s'étaient passées à la gare de Pise, mais on n'avait pas beaucoup d'images, c'était pas filmé, donc il y avait eu les pierres des rails qui volaient, la police, les interventions, etc. Il y avait eu des épisodes de lutte à Milan, tout, hein. Nous, on convoque ce truc à Rome. Et je me rappelle, il y avait les facultés occupées. La nuit précédente, j'avais dormi chez des copains. Le matin, je vais chercher Lucia à la gare qui arrivait de notre ville de Terni, avec une Vespa qui m'avait été vendue par un camarade qui était comment ça s'appelle, les Vaudois. Les Vaudois, les gens de l'église vaudoise, même à Turin, ils avaient eu un glissement très, très gauchiste, etc. Je vais à la gare, j'arrive à l'université et à la fac, sous la scalinata, no? À l'entrée, parce qu'il y a au centre le rectorat, vraiment ça fait comme Trocadéro, avec une grande fontaine, avec la statue de Minerve, la chouette de Minerve. Et à droite, en regardant, il y a la faculté des lettres qui était un fief de lutte, et à gauche, il y a la faculté de droit, que même là, c'était une espèce d'assas. Alors, c'était produit le fait que toute une série de groupuscules fascisants, troisième position, ultra, etc., ils avaient occupé dans une espèce de concurrence mimétique, comme le dirait René Girard, avec nous, la faculté de droit. Et le mouvement avait décidé de les ignorer par moment. Ça durait depuis une quinzaine de jours. Donc il y avait comme un cordon sanitaire, ils étaient là, on n'avait pas décidé d'aller les chasser, faire et tout. On attendait de voir. J'arrive et je trouve des camarades à l'entrée de la faculté des lettres qui me disent « Mais tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des sorties de fachos qui ont agressé l'entrée, le piquet de la faculté des lettres, il y a eu des blessés, on les a repoussés, il y a la police en bas de jurisprudence, et tout ça comme ça. » Alors j'attrape un mégaphone, et après on a su que qu'est-ce qui s'était passé, que les, on dit officiels par rapport à provisionnel, comme on disait, les institutionnels de l'MSI, pendant la nuit, je ne sais pas, ça pouvait être aussi un truc
concordé ou pas. Ils étaient venus, ils avaient chassé leur ultra-extra-parlementaire, ils avaient occupé eux, et ils avaient vraiment déployé un truc militaire. Il y avait le leader, ce personnage qui s'appelait Giorgio Almirante, qui avait été ministre de la République sociale. En plus, il était fils d'Art, de Cabotin, donc il avait une sorte de magnétisme. Il y avait d'autres députés néofascistes, et il y avait ce truc qui était là-dedans. Alors on commence avec les mégaphones, je me rappelle mon camarade Piperno et d'autres étaient sur l'esplanade du rectorat, le parvis, et entre-temps, les lycéens arrivaient. Et donc moi je prends le mégaphone, je vais en bas des jurisprudences et je commence à donner des ultimatums, à dire maintenant on arrive où vous partez, ou bien. Mais on ne savait pas bien si c'était les gens qui avaient occupé ou qu'il y avait eu cette espèce de... Et donc, il y avait la police, alors il y avait un commissaire qui faisait un peu Sherlock Holmes, Mazzatosta s'appelait, qui était du poste de garde de l'université, qui arrivait à dire non, mais essayez, non, on n'entend rien, on n'a pas besoin de vous, nous on règle les choses, toujours avec les microphones, les mégaphones. Et puis, il y a un copain qui, d'une façon généreuse, mais au point de vue militaire, c'était pas trop, il décide de lancer l'attaque frontale. Et là, c'était incroyable, parce que les fachos, ils avaient mis des chaînes soudées les grilles. Ils étaient installés à l'intérieur. Ils tiraient avec des, comment on dit, des lance-pierres, des billes qui donc jetaient sur nous des fragments de vitres de l'intérieur, tu comprends. Et donc je commence à voir des copains, même un blessé ici, un autre qui est tombé, etc. Donc d'abord je me mets à hurler aux gens, les étudiants, les lycéennes, non, de se mettre en bas, mais sous les arbres. Peut-être il y avait aussi un truc personnel, je me trouve à brailler contre le gigant, en disant, vas-y là-bas, non, c'est bien. Et puis, on était là, et il y avait cette porte, on devait être collé aux vitres parce qu'il y avait une couverture en marbre. Parce que si tu venais à peine en arrière, les fachos jetaient tout par les fenêtres, machines à écrire, meubles, etc. Donc à un certain moment, on a le sentiment, mais factice, que la porte est en train de céder finalement, parce que les copains essayaient. Et donc, moi, avec les mégaphones, j'attrape une chaise qui était tombée. Je me couvre avec une chaise avec l'autre main à zigzag. Je vais en bas et par contre, j'arringue les lycéennes, la foule en disant maintenant fonçons parce que ça y est, on peut aller. Et je remonte à zigzag sans voir. Et dès que j'arrive en haut de l'escalier sur l'esplanade, je sens un coup terrible que quand on le revoit, ça passe souvent. Tu dis, mais comment c'est possible? Un bon en bois qui tombe, évidemment. Peut-être que si j'avais pas la chaise, je l'aurais vu. Mais je m'en doute. Mais si j'avais pas la chaise, il m'avait coupé en deux. Il tombe comme ça. Et donc, j'ai eu un espèce comme les coups de lapin. Il m'a pas pris, j'avais pas de sang, etc. Mais il m'a écrasé deux vertèbres dorsales. Donc je sens une douleur terrible, mais je ne me suis pas évanoui. Et donc on voit dans les films de Marco Bellocchio qui tournait, un mec qui, bon, c'est vrai que je suis grand, non, mais qui tombe et se bat, et je voudrais le revoir, il semble rebondir comme si c'était en caoutchouc tellement... Et puis, il y a ces quatre camarades, heureusement que ça n'a pas passé mal, parce que ça pouvait être qui me prennent comme un chevreuil comme ça. Et je me rappelle d'avoir vu une machine à écrire qui tombe, puis on me met sur une voiture, je me rappelle ces douleurs lancinantes, Lucia qui sort de l'infirmerie qu'on avait créée là, qui monte sur la voiture, et entre-temps on voit rentrer les camions de la police, après coup. Et puis je l'ai su après, parce qu'on m'a mené au polyclinique, j'étais gardé
il y avait des flics, il y avait aussi un peu, et puis on m'a retransféré. Je me rappelle que j'étais sur cette table et j'entendais les voix des médecins qui disaient non, bon, il n'est pas paralysé aux jambes, non, non, bah, c'est pas si bien. Et puis, je l'ai entendu dire, ah ben, alors peut-être c'est paralysé l'intestin. Je disais, bah, et puis, mais j'étais pas évanoui, donc, comme ça. Et après, c'est que j'ai su qu'est-ce qui s'est passé. Que le moment que la police est rentrée en force, quelques copains ont eu l'idée intelligente qu'il y avait une entrée secondaire. Et ça, on me l'a raconté les gens de Rome, des camarades de Florence, dont un qui est à Paris. Donc, à ce moment-là, les gens ont fait une percée par la porte secondaire. Mais en même temps, la police, elle était en train de... Parce que les fascistes, ils sont comme ça. Devant la police, ils ne lui tiraient pas les balles. C'était tout détruit. Et ce qui s'est passé, qu'en même temps, il court le bruit qu'il y avait en mort en général, qu'en plus, moi, j'étais connu un peu grand gueule, etc., que j'étais mort. Donc les gens étaient furieux, ils se sont retrouvés à encercler Almirante, le grand chef des néofascistes. Or, je dois te dire, peut-être, s'il y avait un lancharge, le lancharge vrai, c'est jamais trop sympathique. Donc, à ce moment-là, la police a été rapidissime. Lui, il avait des yeux dilatés, on l'a vu après dans les photos, dans les films de Bellocchio, terrorisé. Hein. Et c'était des yeux célèbres, parce qu'il y avait des yeux verts comme ça, c'était un peu un hypnotiseur. Hein. Et il était terrorisé. Donc la police à ce moment-là a été efficace. Il y avait tout un groupe de Florence qui encore regrette de ne pas l'avoir, je ne sais pas, massacré. Et puis, donc, la journée, dans les films de Bellocchio, Agosti, Elda Tattoli, on voit qu'est-ce que c'était aventurier, mais que c'était difficile de faire toutes ces dévastations, tout brûler. Oh, tu voyais les fachos qui sortaient, mais c'était un peu... nous, on ne réclame pas qu'ils sortaient, les mains en l'air, et la police les embarquait, mais comme ça. Mais ça ne m'intéresse pas. Quelqu'un m'a raconté des années après, ah, tu sais, il a publié qui t'a lancé les bombes. Et donc, la journée, c'est devenu un autre moment de ce qu'il crée en certain moment, dans la passion, la chair, le sang, des moments qui sont importants. Après, pour dire après, mais ça c'est un suivi des journées. J'ai passé dans une clinique où on m'avait mis 40 jours de traction naturelle. Donc maintenant, si j'y pense, je pense, mais comment j'avais pas une attaque de claustro à me vouloir lever, non? Parce que je n'étais pas ligoté. Et puis, donc, on m'a mis une minerve qui me donnait le sens que j'étais comme une tortue. Donc, je me sentais... Et avec cette minerve, je suis venu à Paris parce que Nanni Balestrini, un camarade chilien du mouvement qui s'appelait Raoul Morales, la compagne de Balestrini, une femme qui était une journaliste de l'Unità qui avait pris un peu, il avait été attiré par le mouvement. Il décidait de venir à Paris et comme moi je sortais d'une convalescence, donc je n'avais pas le rythme de la quotidianité des collectifs, des réunions, etc. Je suis venu avec eux, non sans avoir demandé à l'orthopédique de me couper cette minerve, après te la remettre à douche, on dit, avec du sparadrap, et je l'ai laissé à Paris. Et je dois dire pourquoi m'a changé la vie, parce que le mec très sévère, cet orthopédique au centre traumatologique, il m'avait dit, regardez, jeune homme, si vous ne faites pas de la nage à dos, de la gymnastique, etc., à 30 ans, vous serez sur une chaise roulante. Bon, 30 ans, 40, 50, maintenant j'ai 68 ans, franchement, c'est relativement bien passé. C'est vrai que comme sport, j'ai fait que les manifs, les trucs, les courses, poursuites, donc j'ai des mollets un peu sportifs, mais le reste, c'est un dos spécial. Bon. Mais je vais dire,
cette date aussi, ça a marqué un moment qui a été métabolisé d'une façon forte par le mouvement. Le 16 mars, en plus, c'est comme un nombre en or, parce que c'était le 16 mars de 10 ans exact après, c'était l'enlèvement de Moreau, et il y avait une assemblée sur la même escalinade, et moi je me trouvais à Rome à intervenir comme ça. Et bon, ça c'est très personnel, mais disons. Et à partir de ce moment, ben, le mouvement a eu une phase dans laquelle il a vraiment débordé, parce que ce truc avait été tellement choquant que après, c'est vrai que c'est 77 dont on parlera, qui a été une espèce de 68 beaucoup plus dur. 68, il y avait encore les tentatives un peu de récupérer les mouvements au-delà de nos envies de radicalité, ça passait pour les PC, etc., d'essayer de les subsumer comme un facteur de guillemets, modernisation sociale. On n'y rentrait pas, mais je dis, il y avait les tentatives d'établir cette dialectique. Non? Et bon, chose qui fait que bon, je peux dénoncer un péché de jeunesse, mais je pense que quand j'étais à l'hosto, c'était un port de mer, les camarades qui arrivaient, et on me dit que les maoïsmes les plus idéologiques, il y avait des élections à la fin du mois d'avril en Italie, et il avait pensé de faire une propagande, même pas pour l'abstention, pour le bulletin blanc. Et je dois confesser que je revoyais les gueules des ouvriers de Terni, j'ai eu une réaction qui peut-être avait plu à Tronti, mais pas à d'autres, que de dire, mais qu'est-ce que ça nous fout des élections, justement, puisqu'on s'en fout, ces pièges à con, ces trucs, on ne va pas à devenir obsédé par les négatifs. Donc j'avais pas donc j'avais fait tout un pamphlet dicté dans mon lit d'hôpital, dans lequel c'était une attaque bille en tête, mais encore je n'avais pas eu cette flèche sur vraiment les concepts opéraïstes, etc. Donc c'était subversive, générique, extrémiste, gauchiste, qu'est-ce que tu veux, libertaro-communiste, hein? En attaque bille en tête contre la politique du PC, mais à la fin on disait, ceci dit, pour les raisons que je vous dis, est-ce qu'on veut permettre que toute une série d'ouvriers tels que je les connais à Terni, ils nous disent, ah voilà, vous êtes les enfants de la bourgeoisie, que c'est le pire, parce que quel enfant de la bourgeoisie, le poème de Pasolini, qui était très connu, mais c'était de la merde, pas qui disait, je vous ai haï. Odio, chers étudiants, et il avait fait un truc de populisme dans lequel les flics c'était les fils des paysans pauvres, les étudiants c'était des révolutionnaires de luxe. Le pire de tout ça, et ça on l'avait lu quand on était à Paris, le pire de tout ça, c'est qu'il y avait une analyse à la con, parce que dans la composition du mouvement, les prémices de cette insurgence de 68 en Italie, c'était qu'une réforme, parce que les démocrates chrétiens pouvaient être très réformistes, qui était de modernisation de l'université pour les raisons de la logique capitaliste sur les marchés du travail. Il avait ouvert les débouchés vers l'université à tous les bacheliers, y compris des écoles techniques, etc. C'est ça qui avait créé que les enfants des prolos, des ouvriers du Sud, ils arrivaient dans l'université, roués, en plus ils constituaient un truc intéressant parce que c'était comme des immigrés étudiants, mais d'extraction prolétaire en grande partie, à Bologne, à Padoue, à Florence, c'était une population énorme par rapport à la population de la ville. Dans des villes métropolitaines, ça se voit moins. Et donc, en plus, permettre
au Staline, aux social-démocrates, de dire ah voilà, les étudiants sont des enfants de la bourgeoisie, tandis qu'il y avait un phénomène dans la composition des classes, des prolétarisation, c'était beaucoup plus compliqué. Piperno, il écrira quelque temps après un opuscule école et développement capitaliste dans lequel il dit c'est pas le schéma, l'université arriérée. L'université restructurée par le philosophe Giovanni Gentile, ministre de Mussolini, comme structure élitaire de reproduction des élites, c'était très fort en Italie. Ça avait été vraiment l'irruption de cette espèce de vague sociale qui avait fait tout sauter. Pas qu'il était arriéré ou je ne sais pas quoi, ça c'était les épiphénomènes, depuis notre vue, un peu, point de vue opéraïste, qui avait le regard à la composition des classes, etc. Donc, alors, considérant qu'on n'allait pas, qu'il aurait été impardonnable faire ces cadeaux à la propagande du PC et donner cette espèce de malheur à beaucoup de bons camarades ouvriers, j'avais dit, ceci dit, on peut même voter, chacun fait ce qu'il veut, bulletin, guillemets, rouge, parce qu'on s'en fout. Alors évidemment que le PC essayait de valoriser ces toutes des prises de position. Les Mao purs disaient, voyez, Scalzon, Piperno, les, disons, encore on ne nous appelait pas les opéraïstes, ils sont des aventuristes, parce qu'on avait eu des histoires, ils ne voulaient jamais aller à la bagarre, à l'émeute, donc... une fois, j'avais un truc dont j'étais fier. Nous, on était réussi à faire passer l'idée qu'on sortait de, je ne sais plus si c'était avant ou après, c'était avant le 16 mars, peut-être après Valle Giulia. On voulait aller sous le palais du gouvernement à Montecitorio. Les maoïstes disaient que c'était l'aventure. Nous, on arrive à l'emporter, on va là-bas. Il y a une charge terrible de la police. Et il y a un camarade qui s'est fait casser une jambe en 3 points, alors les autres, et là j'ai eu un moment, c'est le moment dans lequel tu as la sensation pour une espèce de trance, do the right thing. En plus, je me sentais qu'on devait éviter qu'ils nous disaient, voyez, qu'est-ce que vous avez fait, vous les aventuristes. Donc, j'étais monté avec les mégaphones sur la camionnette de tête et j'avais commencé prêt à me lancer s'il partait. Et en effet, ça, j'ai vu qu'Helsinki a fait un truc comme ça, quelques décennies après, avec les chars des golpistes d'opérette qu'il y avait eu à Moscou. Et bon, donc voilà, je veux dire qu'à partir de ce moment, puis ça précipite vers un été qui était quand même dans cet événement parce qu'il y a eu, c'était le printemps de Prague, c'était